Le journal de Télémiroir, ce soir, c'est avec Sophia Albaric. Bonsoir Sophia. Bonsoir. Et c'est son premier, elle n'est pas rassurée, mais on va essayer de la soutenir. Ça va Sophia? Ça va très bien. Vous allez nous parler d'Arles, bien sûr, de football. Non, vous avez préféré que j'en parle, plutôt. Hein, voilà, d'accord. Mais vous allez nous parler dans un instant des Européennes. Et oui, c'est la grosse actualité. Il n'y a pas que le foot et la feria dans la vie. Vous allez nous parler de restauration scolaire. J'espère bien que vous allez aussi nous parler de la feria de Nîmes. Et puis également de ce qui s'est passé à Alès. Mais pour ça, nous avons un invité qui est l'Arlésien de service. L'Arlésien, pourquoi? Christophe Chez, bonsoir. Ça va Christophe? Bonsoir Pierre-Paul. C'est sympa, vous avez fait le bon choix ce soir, tranquille. Là, c'est Sophia qui fait le journal. Pour une fois, je lui laisse ma place. Voilà. C'est agréable aussi d'être invité. Et puis donc, vous avez d'autres Arlésiens à vos côtés, vous avez compris bien sûr, Michel Estevan et Fabrice Berton de l'AC Arles, pour fêter leur montée en Ligue 2. Moi, je vous propose de revoir juste une image du match. C'est le but de Benjamin Psaume. Ça arrive en première mi-temps, hein. Donc on va le commenter ensemble. Michel, peut-être un petit commentaire sur ce but. Une belle passe en profondeur de Nenni, sur un bon appel de Psaume, et puis il glisse bien entre les jambes. Voilà. C'est simple le foot. Voilà, le seul endroit où il pouvait lui mettre. Voilà, si je puis dire. Et c'est bien Si dit. on peut dire. Entre les jambes, voilà, ça c'est fait. Mais on l'a bien vu sur l'image. Voilà, Oui. c'est le ballon qui glisse entre les jambes. Bon voilà, le gardien sort comme il faut, mais effectivement difficile de contourner le gardien. Il fallait le mettre à cet endroit-là. Benjamin Psaume, un apport quand même très très important cette année. Hein. Et d'ailleurs, quand il n'a pas été là, ça a été un peu plus compliqué. Mais oui, c'est vrai qu'on s'appuyait beaucoup sur lui, quoi. C'est un joueur hors pair, hein. C'est un joueur vraiment qui a le niveau au-dessus, mais je pense même au-dessus de la Ligue 2. Il est passé par Nîmes, il est passé par Sète, il est passé par Toulouse. C'est un jeune qui est d'Alès, que je suivais depuis très longtemps. Et quand j'ai vu qu'il était libre et disponible, j'ai réussi à l'approcher et puis à le dénicher. Maintenant, il y a du travail quand même, parce que c'est quelqu'un qui moralement peut-être pas très très costaud, mais après, il est tellement bon. Il est tellement beau à avoir joué qu'on ne pouvait que réussir avec lui, quoi. Alors, un mot quand même, resituer le contexte. L'AC Arles, Fabrice était il y a 2 ans en CFA, avec déjà bien sûr Michel Estevan, qui, avec toute l'équipe, arrive à accéder en national. Ça fait un petit peu sourire déjà à l'époque, hein. Michel, Beaucoup, c'était la même. saison dernière. Et puis l'AC Arles fait sa saison en national, en allant chercher quelques bons succès ici et là. 8e, hein, c'est ça pour finir? Oui. Et une Avec quart de finale de Coupe de France aussi. Un quart de finale. 8e. Huitième de Huitième. finale. Ça, c'est Huitième mieux. de finale. Non, il en rajoute un petit peu. 8e de finale. Il est arlésien. Mais on hein. méritait de les jouer les quarts de finale. Oui, ça s'est C'est pour joué ça, dans les arrêts de jeu. Hein. Penalty. Ouais, au penalty, au tir au Au but. penalty, prolongation et tir au but avec ce qui s'était joué dans les arrêts de jeu, c'était l'égalisation. Hein. Ils ont égalisé à la 95e minute. 95e minute, un arbitre qui veut jamais siffler la fin, ça arrive, ça décidément, il y a souvent des arrêts de jeu très très longs avec les Arlésiens. Une belle saison, somme toute, des ambitions modérées. Voilà, l'arrivée de Fabrice Berton, de quelques joueurs avec lui. L'apport de Fabrice, Michel. Prépondérant, on va dire, puisque il On est va le arrivé. faire rougir un petit peu si on peut le montrer. Ouais, Le directeur sportif. Il n'a pas à rougir du travail qu'il a fait. Hein. Il a fait du bon travail. Il a réussi à dénicher quelques joueurs qu'on n'aurait pas pu avoir nous parce qu'on ne connaissait pas les bonnes personnes. Il est arrivé là, doucement, sans me faire Comment de bruit. ça fonctionne? C'est lui qui a proposé les joueurs, c'est vous qui avez dit j'aimerais bien avoir un tel ou un tel, et lui a fait jouer après ses relations, ses réseaux? En fait, on était dans un tel état, nous, en fin de saison, on cherchait tout style de joueurs, quoi, tout type de joueurs. Maintenant, des joueurs de la qualité, mais qui ne coûtent pas très cher. Et puis après, c'était à moi de m'adapter. Mais Fabrice avait pour mission d'aller dénicher des talents, quoi, de jeunes talents. Après, il va vous expliquer, lui, comment il a procédé. Mais moi, je lui ai pas donné de poste particulier. Il nous fallait des défenseurs, il nous fallait des milieux, il nous fallait des attaquants, il fallait tout refaire, en fait. Et donc, on y est allé par petites touches. Fabrice, il y a eu un gros recrutement, hein, beaucoup de nouveaux joueurs cette année quand même. On avait perdu pas mal de joueurs importants, hein, l'épine dorsale, des joueurs qui avaient signé des contrats pro dans notre club. Et c'est vrai qu'on avait peu de moyens, donc avec Michel, on a essayé de réfléchir à quelques postes. On a eu la même idée sur l'attaquant, sur Samir Enani, qui est la révélation. Et il y a eu d'autres joueurs qui est le comme meilleur ça. buteur de ce championnat de national. Et puis, on savait, si vous voulez, qu'il fallait attendre la seconde vague du marché, entre guillemets, pour avoir les prêts de certains joueurs qui pouvaient nous apporter un plus au niveau technique. Et Michel a eu l'excellente idée de penser à Benjamin et de penser à d'autres joueurs
comme Tagro qui nous ont apporté réellement un plus. Tagro Balagué, hein, donc tu es un peu sur la touche à Nîmes, Oui. et donc il s'est relancé chez vous, que vous connaissiez, hein, que vous aviez déjà eu sous vos ordres. Je l'ai eu il y a 8 ans de ça. Il est arrivé de Côte d'Ivoire à Beaucaire, où j'entraînais à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a toujours été reconnaissant. Et après, bon, je connais ses qualités d'homme, qualités de joueur. Bon, moi, je le voyais à Nîmes pas jouer. Je trouvais ça curieux. Et quand je l'ai eu, moi, à l'entraînement, je savais de quel mal il souffrait. Alors bon, il y a eu beaucoup de travail à faire. Il s'est beaucoup donné. Et, il n'a pas fait la fin de saison qu'il aurait dû faire. Bon, gêné par une blessure. Et il a eu une grosse plaie au mollet là, sur un tacle. Mais bon, il nous a tellement apporté dans le vestiaire et surtout bon, pour apaiser un petit peu les jeunes joueurs que l'on avait, quoi, hein. Donc il a pris la parole, il a parlé à ces joueurs-là, il leur a expliqué certaines choses et il nous a fait un bien énorme. Puis en plus sur le terrain, après, bon, pas bon, il se donnait à fond. Il se donnait à fond. Alors le contexte du match de vendredi, c'était les Canois qui étaient à 4 points. Donc il restait 2 matchs, ce match à domicile et ensuite un déplacement à Louhans-Cuiseaux. Mais le problème c'était que ces derniers matchs à domicile n'avaient pas été très bons, même parfois face à des équipes très très mal classées, des équipes susceptibles de relégation avec match nul, défaite. Et donc là il fallait enfin gagner pour ne pas être sous pression pour le dernier match. Allez, on a vu le but tout à l'heure de Benjamin Psaume. Vous pourrez revoir ce match en intégralité à 21h. Moi, je vous propose les réactions tout de suite après match et puis la folie qui a envahi ce petit stade Fournier. C'était vendredi soir. Merci aux joueurs hein, et merci au monde qui est venu, aux spectateurs qui sont venus. Hein. On avait besoin de ça. Il y avait beaucoup d'émotions avant le match, pendant le match et maintenant après. Mais celle-là d'émotion, on va la savourer. Maintenant, il nous manque un stade à Arles, c'est dommage. Parce qu'on voit quand même que quand il y a quelque chose à jouer, les gens viennent. Maintenant, si on doit aller à Avignon, on ira à Avignon. Le football, c'est avant tout une histoire d'homme. Le football est un jeu, on l'a rappelé, et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Mais bon, à force de courage, on y est arrivé, on se répète un peu, mais c'est tellement vrai. On l'a vu encore ce soir que c'était très dur, qu'on pouvait compter que sur nous. C'est pas forcément le plus riche qui y arrive, mais c'est peut-être celui, comme j'avais dit en début de saison, celui qui a le plus envie d'y arriver. Ce groupe, c'est qu'une bande de copains. Dans les bons et mauvais moments, on a eu du mal et là, je suis content parce que ça me récompense moi, mais surtout l'équipe, le club, tout le monde. C'est un club familial. Et donc, c'est vraiment pour eux que je suis content, les blessés, tout ça. Je suis vraiment content pour eux parce que c'est vraiment un groupe sain et je suis vraiment content d'aller en Ligue 2 avec eux. Ils vont vraiment découvrir ce que c'est le haut niveau et je pense qu'il y aura quelque chose à faire, il y aura quelque chose de bien à faire. Voilà, ces belles images de fête à la fin. Alors l'année prochaine, Michel, on joue à Avignon, c'est ça? À moins que Nîmes nous prête le stade. S'ils nous prêtent le stade, gracieusement, on viendra jouer à Nîmes. Non, je plaisante. On va jouer à Avignon, oui, normalement, on joue à Avignon. Avec donc un rapprochement peut-être au-delà simplement du prêt de stade entre l'équipe d'Arles et l'équipe d'Avignon Non. C'est simplement l'utilisation du stade d'Avignon. C'est comme si on louait une salle de spectacle une fois tous les 15 jours. Puis uniquement ça, quoi. Il n'y a pas de rapprochement, de fusion. On utilise le stade pour l'instant. Fabrice, vous avez déjà des noms dans vos tablettes là, pour le recrutement de l'année prochaine, pour conforter l'équipe. Il y aura peut-être quelques départs malheureusement. Quelques départs je pense, mais je pense que le plus important c'est déjà de trouver, essayer d'avoir la chance de continuer avec notre coach. Donc, Ah, la question se pose, Michel.
Non, on ne se pose plus la question. Non. La question se pose Ça, plus. c'est un scoop. C'est un scoop. Voilà, mais Ils maintenant on va avaient pouvoir, pas l'info, voilà, la question se pose plus. on va pouvoir commencer à réfléchir. Non, on avait prévu avec Michel de se voir demain pour discuter déjà, de faire le point sur l'effectif, sur tous nos joueurs, faire un petit point et ensuite on verra tranquillement ensemble comment on envisage. On a quelques idées, on va les mettre en place, mais tout doucement. Tout doucement, d'accord. Bon, il va nous dénicher quelques prochains Cristiano Ronaldo, ça on vous fait confiance là-dessus. Ah, on en a un très bon en vue. Vous avez... Ah, ça y est, deux ouais. jeunes. Un deuxième scoop pour... Un deuxième Deux scoop. très 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 bons jeunes. Ouais. De 19 ans, vraiment. Qui joue devant, derrière. C'est devant. Ouais. C'est devant. Ouais. On ne dira plus rien. On ne dira plus rien. Des départs, Enani, non? Beaucoup courtisé. Oui, ben Enani va retourner à Sedan déjà, puisqu'il était prêté. Courtisé, Jesse il va l'être. Moulin, Pardon? Jesse Moulin qui était aussi un prêt de Saint-Etienne. Oui, Jesse Moulin qui était un prêt de Saint-Etienne, mais bon, lui, son contrat se terminait. Il y a Ori aussi qui était un prêt de Saint-Etienne, son contrat aussi se terminait. Alors bon, on va voir, on va réfléchir, on va voir avec eux et Fabrice comment on pourrait envisager l'avenir avec ces joueurs-là, parce que bon, il y a Tagro Balégué aussi qui était prêté, mais bon, qui va retourner à Nîmes. Donc on va essayer, nous, de recruter des joueurs en fonction de nos moyens toujours, quoi. Et alors regarde, ils nous ont fait une belle surprise, on va les faire entrer sur le plateau. Voilà, ça va être un petit peu improvisé avec une bonne partie de l'équipe d'Arles. Voilà, on va les applaudir s'il vous plaît. Jérémy, Clément, et puis Benjamin Chaume. Voilà, bonsoir messieurs. Voilà. Bonsoir. Michel, peut-être un mot sur chacun là. Mais c'est pas mal d'anciens Nîmois qui sont là aussi, qui sont venus jouer à Arles. Ben, un mot sur chacun, ils ont été formidables tout au long de la saison, quoi, hein. Tant au point de vue technique, physique que moral, quoi, les qualités morales qu'ils ont et puis l'esprit de famille qu'ils ont pu démontrer tout au long de la saison, parce que bon, ça a été très difficile. Quand on le dit, personne ne nous croit, mais bon, se déplacer. Ah si, mais on vous croit volontiers, oui. Ouais, puis bon, ce qui aurait été bien, c'est qu'il y ait une vidéo de fête sur tous les déplacements et tout, pour qu'on montre aux gens dans quelles conditions on est. On se plaint pas, hein, c'est comme ça qu'on a pu vivre une belle aventure. Là, il y a de belles images sur votre déplacement à Rodez qui s'est fini dans la neige là et tout ça, et vous êtes redescendu, tout ça, c'était sympa ça. Oui, on a pris ça rappelle derrière. On en a pris deux aussi. Après vous êtes remonté, puis vous en avez pris deux, voilà, bon, c'était sympa. D'accord. Restez avec nous, messieurs. Vous allez prendre place dans le public dans un instant. Et puis on va enchaîner. On va pas revenir sur le Nîmes Olympique. On en revient bien sûr demain soir dans Croco Hebdo, 21h, avec cette belle victoire face à Vannes. C'était vendredi dernier. Mais on va peut-être parler des européennes, chère Sophia. Oui, on va parler politique. Sachez que la campagne officielle pour les européennes s'est ouverte aujourd'hui. C'est le 7 juin que se dérouleront les européennes selon le système proportionnel à un tour. Jean-Claude Martinez, député européen du Grand Sud-Ouest, était à Nîmes aujourd'hui, au Costières plus précisément. Jean-Claude Martinez a présenté aujourd'hui la liste pour la vie des paysans, des artisans et des ruraux de France. Un reportage de Alain Bellon. Jean-Claude Martinez, premier représentant de la liste L'Europe pour la vie, est venu présenter son programme basé sur 8 points. La liste pour la vie d'un mouvement, le mouvement de la vie, soutenu par mon ami Karl du Parti de la France. Mais la thématique, c'est de refuser la politique malthusienne de l'Union européenne. Ça veut dire quoi concrètement, ces politiques malthusiennes? Ça veut dire l'arrachage, ça veut dire les quotas laitiers, ça veut dire l'élimination des éleveurs ovins. Et moi, j'ai 2 bergers sur ma liste. Ça veut dire finalement le sous-équipement à l'heure actuelle des maisons de retraite, des hôpitaux, des laboratoires, des universités. La liste de l'Europe de la vie, c'est tout cela. Et les 8 points, c'est de dire d'abord, il faut que l'ensemble de la politique soit centré et pour finalité la vie, parce que c'est beau, c'est fort, c'est grand, la vie. Et puis des mesures techniques, des mesures vraiment très techniques. Par exemple, la protection des emplois, que ce soit les emplois industriels, que ce soit les emplois agricoles. Il faut une nouvelle technologie douanière. Il faut qu'aux frontières de l'Europe, il y ait des droits de douane intelligents. Moi, j'ai 20 ans de commission de l'agriculture, ayant fait tous les sommets pour défendre nos paysans. L'Europe est sur les rails, peut-être sur les mauvais rails, le fil parfois du mauvais coton. Peut-on la changer? On s'y essaie. Mais moi, ma conviction, c'est que c'est trop tard. Aujourd'hui, il faut, aussi difficile que cela paraisse, il faut organiser le monde. Parce que traiter le problème des viticulteurs du Gard, par exemple, ou de mon Languedoc-Roussillon, ça suppose qu'on traite avec les Chiliens, qu'on traite avec les Argentins, qu'on traite avec les Australiens. Mais ce qui n'est pas là, c'est un minimum d'organisation de choses sur la planète,
de telle façon qu'on ne laisse pas les multinationales faire ce qu'elles veulent sans aucun contrôle et créer une crise financière planétaire que tout le monde a vu. Ça, c'est le combat des années qui viennent. Mireille Rubanier, 4e de la liste, et Robert Ponge, 17e, sont tous deux gardois et représentant la liste Europe pour la vie. Et on reste en politique avec François Bayrou. Le président du MoDem sera quant à lui à Nîmes le vendredi 29 mai. Dominique Baudis, quant à lui, tête de liste du Grand Sud-Ouest pour l'UMP, sera présent mercredi, ainsi que Myriam Martin, la tête de liste du NPA pour le Sud-Ouest. Philippe Devilliers, quant à lui, sera sous la bannière de Libertas dans la capitale gardoise dès la semaine prochaine. Grève à la SNCF, les syndicats appellent à cesser le travail entre lundi soir, 20h, et mercredi 27 mai, 8h. Après les grandes manifestations de janvier, de mars et du 1er mai, les syndicats unis appellent mardi à une nouvelle mobilisation. Ils réclament toujours au gouvernement et au patronat un changement d'attitude face à la crise, renoncer aux suppressions de postes de fonctionnaires et augmenter le SMIC, entre autres. Pour les corails, un train sur 2 circule, même chose pour les TGV Sud-Est et les corails intercités. Pour connaître l'état du trafic, un numéro, le 0805 90 36 35. Je répète, le 0805 90 36 35. L'Union syndicale des retraités CGT du Gard lance une journée d'action décentralisée demain, le 26 mai et le 13 juin, devant la préfecture à 16h. Ils appellent également les retraités à aller voter le 7 juin. Demain à 17h, le syndicat CGT Énergie 30 manifestera aux côtés du PCF devant la préfecture toujours. Ils se sentent méprisés par le gouvernement et le MEDEF. Du bio pour les restaurations collectives, c'est le début d'un partenariat riche en perspectives entre l'agriculture locale et le délégataire de la restauration scolaire nîmoise. Souvenez-vous, les services de l'entreprise Avenance ont peut-être bercé vos années lycée, ou du moins scolaires, lorsque vous déjeuniez à la cantine. Ou berce peut-être encore celle de vos enfants. Eh bien, c'est terminé. L'entreprise Sodexo prendra désormais le relais en matière de restauration. Un reportage de Nicolas Pinchino. La DSP, la délégation de services publics concernant la restauration collective de la ville de Nîmes, change de main. Depuis 7 ans, la cuisine centrale qui prépare les repas des cantines et du restaurant administratif était gérée par la société Avenance. Lors du conseil municipal du 16 mai dernier, c'est l'offre de la société Sodexo qui était retenue pour prendre en charge cette DSP dès la rentrée 2009 pour une période de 7 ans. Dans le nouveau cahier des charges présenté par la ville de Nîmes, la priorité était mise sur le bio et les circuits courts dans le but d'améliorer la qualité des repas. Également une conception nouvelle de la cuisine centrale, puisque cette conception d'ailleurs est tout à fait symbolique de la manière dont les repas seront composés, avec un espace légumerie qui permettra de traiter des produits frais, un espace mûrisserie qui permettra de donner aux élèves des fruits qui seront en bon état de maturité, et puis un espace atelier pour la fabrication d'entrées et de pâtisseries sur un mode traditionnel. Entre 6 000 et 6 500 repas devront être préparés chaque jour, sachant que ces repas seront composés de 5 éléments au lieu de 4 précédemment. Une entrée, un plat principal avec son accompagnement et à chaque repas, un produit laitier et un dessert. Dans les menus, plus de 40% des produits devront être issus des filières courtes et 30% issus de la production bio. La Sodexo devra également investir 2 200 000 € pour l'amélioration des salles de restaurants scolaires et plus de 3 millions d'euros pour la modernisation de la cuisine centrale. Tous les personnels seront repris par le nouveau délégataire, à l'exception de 11 personnes qui étaient employées par Avenance pour assurer des repas pour des clients autres que la ville de Nîmes. Dès la rentrée 2009, les enfants pourront donc déguster par exemple du taureau de Camargue AOC, des légumes frais de la région, du riz de Camargue, du poisson frais plusieurs fois par mois. Seul ombre au tableau, une meilleure alimentation à un coût. De 5,93 € le prix unitaire du repas passera à 6,95 €. 1 € d'augmentation qui pousse la ville à grossir sa contribution annuelle qui était de 4 770 000 € à 5 150 000 €. Pour le particulier, la hausse sera effective pour la rentrée 2010 et proportionnelle au barème déjà en place.
Et c'est pas facile pour Sofia de se faire chambrer par la moitié de l'équipe d'Arles qui est derrière moi. C'est facile pour eux, ils sont en Ligue 2, tranquille, c'est bientôt les vacances. Sofia, vous allez enfin nous parler de la feria. Enfin, après une édition 2008 décevante, la Pégoulade 2009 renoue avec les traditions. Priorité aux associations locales. Cette année, tout le monde sera à pied, à cheval ou en roller. Le défilé d'environ 400 mètres de long remontera les boulevards jusqu'aux arènes pour un final très celtique. Un reportage d'Alain Bonnet. Ultime répétition dans les arènes de Nîmes pour la Pégoulade, revenue traditionnelle pour cette feria 2009. Des centaines de participants pleins d'enthousiasme, avec pour mot d'ordre s'éclater et mettre le feu. On est en préparation depuis ce matin, on a reçu les groupes à partir de 14h. Et là on est là depuis 14h, c'est vrai que ça fait long, surtout pour les enfants, certains que j'ai fait repartir. Mais ça se passe bien. Moi je suis content parce que c'est, encore une fois, les calages ne sont pas très compliqués. Ce qui a dysfonctionné, ce n'est pas une vraie surprise. Donc les calages se feront très vite derrière. Ça a commencé déjà ce matin, depuis 10h jusqu'à 12h. On a mangé un petit morceau sur le pouce et puis ensuite, depuis 14h, on est ici en train d'attendre pour pouvoir répéter, disons, dans les arènes. C'est un regroupement entre les élèves de Hautbois d'Alain Charrier et les élèves de Boudègue, le tout accompagné de percussions. Vous venez de quel endroit? Alors, mar et montagne, ça veut dire que les Hautbois ils viennent de la mer, c'est-à-dire Sète et Pézenas. Et nous, les Montagnols, on arrive de Villardonnel dans l'Aude, au nord de Carcassonne. Aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud parce que chez nous, il fait chaud, mais il y a quand même les alizés. Il y a un peu d'air. Là, il n'y a pas d'air. Donc, c'est pas pareil. Ça va, ça se passe bien, l'organisation est bien faite? Ça va, on est avec des gens sérieux, donc ça se passe bien. La Pégoulade, c'est donc jeudi 28 mai, départ à 21h30 devant la Tria, pour un final à 22h30 aux arènes. Ce sera aussi l'occasion pour les handballeuses nîmoises, tout juste auréolées de leur titre européen, de faire un tour d'honneur en tête du cortège à bord d'un bus à Impérial. Et il y aura également des rollers, vous l'avez dit, des rollers hockeyeurs. Et ça me permet donc de rappeler et de reféliciter les joueurs qui sont partis derrière moi. Là, on pourrait les applaudir aussi, là, les gars. Là. Voilà, donc les propres rollers de Nîmes qui sont champions de France de National 2. Et c'est pour ça que j'ai revêti ce magnifique maillot rose avec un croco, là. Magnifique croco, oui. C'est joli, hein, ouais. Sophia, ça vous plaît ? C'est sympa. Vous avez d'autres infos? Oui, une nouvelle salle dédiée à la tauromachie, donc on reste dans l'ambiance de la feria, a été inaugurée par les membres de l'association Les Amis de Pablo Romero, avec la municipalité nîmoise en ce week-end de l'Ascension. Ces deux expositions gratuites sont ainsi mises à la disposition du public durant toute l'année. Un reportage d'Élodie Bousquet et de Théo Corbucci sur des images d'Alain Bonnet. À l'approche de la feria de Nîmes 2009, l'association Les Amis de Pablo Romero a inauguré la salle Hervé Gabourdès dans l'ancienne synagogue de la famille Benguigui. 2 étages sont consacrés à l'éleveur taurin Pablo Romero. C'est l'aboutissement pour notre club de près de 20 ans, de 10 ans de persévérance pour accéder enfin à la livraison de ces travaux, le tout par le bénévolat et un travail considérable de tous les membres. La majeure partie des objets présentés dans cet espace vient d'un legs officiel de la famille Pablo Romero à l'association. Une exposition permanente est consacrée à l'éleveur et le public peut y admirer de nombreux objets traditionnels ainsi qu'un triptyque de 2 mètres de hauteur. Magnifique peinture qui nous a été prêtée par Pedro Trapote, qui sort pour la première fois de la finca historique des Ordonniès. Donc un premier lieu d'exposition temporaire et en haut, une exposition permanente où sont regroupées une partie seulement de tout ce qui nous a été légué par M. Pablo Romero
avec un grand mur des trophées qui relate une partie des trophées qui ont été gagnés par les taureaux de cette ganaderie en plus d'un siècle. À voir également l'espace Rincon Antonio Ordóñez, dans lequel sont exposées de nombreuses photos noires et blancs qui retracent la vie du célèbre torero en dehors de la corrida. Des visites gratuites pour tous sont assurées tous les samedis et cet été durant les jeudis de Nîmes. Et vous nous aviez promis un beau reportage sur le carnaval de Marguerite, le premier, mais ce sera pour demain, n'est-ce pas, Sophia? Exactement. Voilà, on va terminer ce journal avec quelques images de taureaux. C'est pour ça que l'Arlésien Christophe Ché est avec nous. L'Arlésien nîmois désormais, il faut dire ça comme ça. Mais bon, j'aime bien rappeler cet épisode de sa vie, de sa carrière. Un quart de siècle. Un quart de siècle, voilà. Donc il peut tout vous raconter sur Arles. Mais ce soir, il nous a parlé d'Alès. Il a enlevé une consonne avec des images de la Feria d'Alès. Oui, de la dernière corrida de la Feria d'Alès. On va revenir sur l'accident de Juan José Padilla hier dimanche après-midi, avec bien cette blessure du torero jerezano dans les arènes d'Alès, devant le premier exemplaire de la corrida de Pala, une corrida qui s'est avérée que peu brillante, si ce n'est que le torero andalou s'est distingué devant ce premier exemplaire de l'après-midi. Un exemplaire conduit avec beaucoup de cadence et de professionnalisme par Juan José Padilla, qui, vous le savez, doit figurer après-demain en ouverture de la Feria de Nîmes pour toréer la corrida de Miura aux côtés de Rafael Lillo et de Juan Bautista. Rafael Lillo, d'ailleurs, qui a coupé une oreille samedi après-midi, toujours dans ses arènes d'Alès, devant une corrida de Dolores Aguirre. Une oreille qui a également récolté le torero de Guadalajara, Francisco Javier Sánchez Vara. Et vous allez le voir à l'issue de cette série de muletas, où eh bien, Juan José Padilla va recevoir eh bien, un accrochage, va être accroché par cet exemplaire de Pâle à la sortie de cette série, avec, vous le verrez sur le ralenti, la corne qui va se loger sous l'épaulette de son costume de lumière, et Juan José Padilla qui va donc subir une subluxation de l'épaule droite qui l'a empêché de continuer le combat. Vous allez le voir, c'est assez spectaculaire. C'est sur la passe de poitrine qui va suivre. Le taureau va offiler vers lui et le prendre directement. Voilà, on voit ici l'accident de Juan José Padilla au ralenti. Alors Juan José Padilla a reçu les soins à l'infirmerie des arènes du Temperas. Il a été placé en observation et il se repose actuellement. Il compte reprendre l'épée ce mercredi dans les arènes de Nîmes. Information qui a été confirmée par la direction des arènes de Nîmes. Et Juan José Padilla, avec le courage qu'on lui connaît habituellement, Pierre-Paul, qui est reparti au combat, qui a placé une estocade concluante. Il y a laissé un costume, mais il y est retourné. Il y est retourné pour placer cette épée entière. Et curieusement, le public ne lui a réservé que quelques applaudissements, alors qu'il s'était monté... Un petit peu froid parfois, le public sévenol, c'est comme ça. Vraiment à son avantage, et une belle démonstration de courage de la part de Padilla. Voilà, vous avez d'autres infos, non? Nous rappeler qu'à partir de mercredi... Les taureaux de la Feria, on peut lancer les taureaux de la Feria, effectivement, les images de ces taureaux de la Feria qui démarrent mercredi. Est-ce qu'on commence par les Miura? Exactement, ce sont les taureaux de Miura qui seront combattus. Voilà, qui ont l'air si calmes. Par Padilla, Rafael Lillo et Juan Bautista. Ça a été tourné ce midi au choral de la route de Beaucaire, pas très loin des studios de Télé Miroir, des Miura fidèles à leur légende, très très longs au niveau de leur morphologie, très variés au niveau des robes. Vous avez les poids d'ores et déjà, ou ils seront pesés plus tard? Ce sera pesé, en tout cas sera officialisé plus tard, mais à mon avis on devrait atteindre aisément les 600 kilos. Et puis il y aura d'autres lots qu'on aura l'occasion de découvrir tout au long des directs des aléas de la Feria. Là ce sont les taureaux de la corrida de José Thomas. Le vendredi après-midi, les taureaux de Garcigrande qui nous viennent en provenance de Salamanque. Élevage pour torero vedette, particulièrement apprécié. Et dont on peut apprécier la diversité des couleurs. Là, on voit un salduendo, c'est pour le jeudi après-midi, la corrida qui sera tourée par Julio Aparicio, El Juli et Sébastien Castella. Beaucoup de diversité au niveau des pelages, que ce soit pour la corrida du samedi matin de Parladé, ou bien les randillas du samedi après-midi, où on retrouvera notamment El Juli avec Juan Bautista. El Juli, Castella et Juan Bautista faisant partie des toreros à doubler au cours de la Feria, à torer à 2 reprises lors des corridas qui seront proposées. Voilà, proposé, préparé évidemment par Simon Casas, donc à partir de mercredi soir. Et puis on aura l'occasion de vous reparler du dispositif spécial de Télémiroir
pour vivre pleinement et en direct cette feria avec beaucoup d'images directement en sortie des arènes. Merci encore Christophe Ché, merci Sophia, c'était bien cette première. Merci, j'espère que ce ne sera pas le dernier en tout cas. Eh ben on en reparle, Et puis, mais ce sera plus facile parce qu'il n'y aura peut-être pas cette bande de zozos là derrière vous pour vous déstabiliser. Un dernier mot, messieurs, encore un match à venir, mais peut-être que vous aurez un petit œil du côté de Brest vendredi, Fabrice. Mais moi, j'ai Jean-Michel Caval, le coach de Nîmes, qui est un ami, qui m'a téléphoné. Jean-Michel Caval, il reprend l'accent. Oui. On va commencer à l'avoir ici. C'est vrai. Qui m'a téléphoné samedi matin pour nous féliciter. Mais Fabrice, c'est de Corse du Nord, de Haute-Corse. C'est vrai, Pierre-Paul. À côté de chez toi, pas très loin de chez toi d'ailleurs. Un village pas très loin. Et qui m'a téléphoné samedi matin pour nous féliciter par rapport à notre accession. J'espère faire la même chose samedi et l'appeler pour le féliciter parce qu'il fait un très très bon travail à Nîmes Olympique. Voilà. Michel, cette deuxième partie de saison des Nîmois, étonnant quand même. Oui, mais bon, compte tenu de l'effectif qu'ils ont, je veux dire que c'est plus ou moins normal. Maintenant, c'est vrai que bon, c'était pas évident de les remettre sur les rails, quoi. Et donc, il a réussi à les remettre sur les rails. Et puis maintenant, ils sont à un match du maintien. Donc, je pense que ça va bien se passer pour les Nîmois. Ouais. Allez, on sera tous derrière les Nîmes Olympiques. Merci encore à tous les deux. Merci à toute l'équipe et encore bravo. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bravo encore à Arles pour cette belle accession en Ligue 2. À revivre tout à l'heure à 21h sur Télémiroir, ce match face à Rodez. Belle victoire, beaucoup d'actions, beaucoup d'enjeux. C'est chaud, évidemment, ne pas rater ça. Merci encore de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Télémiroir.